Du coup, ok. Voilà, donc merci beaucoup de pouvoir te rendre disponible. C'est vrai que là, on est sur un projet européen et donc voilà, on va vous présenter après des résultats d'autres pays dont on n'a pas suivi les essais. Donc en termes de réponse aux questions, ce sera plus limité. Et donc là, on a la chance d'avoir Eugenio qui, étant francophone, a bien voulu participer pour la restitution du projet en France et elle va donc vous présenter dans un très bon français les résultats de l'essai qu'il a mené. Donc je vais te laisser te présenter Eugenio et puis enchaîner. Ok. Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'aurai un bon français. J'essayerai euh, de parler les français les plus clairs possible. Pas trop de défauts, j'espère. Et, et merci à vous pour cette invitation. Je suis aujourd'hui ici avec ma collègue Christina, qui a participé et a écrit les projets au KNR TechOfid. Elle a suivi toute la partie pratique de notre expérimentation. On pourra répondre aux questions à la fin de la présentation et à la fin du vidéo qu'on va vous montrer. On a choisi, comme vous avez dit, les sujets, c'était la camélina en bio, parce que les projets au KNET EcoFeed, comme vous avez déjà dit, a pour objectif la réduction de la partie des protéines d'agriculture conventionnelle. Et donc, il faudra, on a essayé de trouver des sources, des protéines locaux et diversifiés pour réduire la partie des soja. Et les tourteaux des camélina a été notre choix. Donc, on a partagé notre essai en trois phases différentes. La première partie, c'était la partie de la cultivation de la camélina. La deuxième partie de presser la camélina pour avoir les tourteaux. Et la troisième et dernière partie, utiliser les tourteaux des camélina en alimentation des poulets pour voir si les eaux produits changer de qualité ou les performances des animaux pourraient changer. Donc, Antoine, c'est moi qui peux avancer les diapos. Ouais, ok. Donc, on a choisi les camélina, comme je vous disais, parce que on peut la sémence, l'époque des semences, ça peut arriver en automne, soit hiver. Et donc, on a choisi plus ou moins les mois d'octobre. Les cycles est court, plus court que les colza. Donc, ça nous donne la possibilité de faire une double culture avec du soja. Et surtout, on l'a cultivé au nord-est d'Italie. La camélia va être résistante aux températures très basses. Et surtout, elle n'a pas trop de nécessités au niveau euh, des éléments chimiques. Est-ce que vous pouvez avancer le diapo? OK. On a commencé en 2018. On a testé différentes variétés de camelina pour vérifier la variété la meilleure pour notre territoire et les périodes de croissance et surtout les techniques de gestion de la culture parce que c'était une toute nouvelle pour les agriculteurs partenaires du projet. En 2019, on a eu l'intérêt de Channel Docs Organic, notre partenaire qui a pressé et a créé les tourteaux et toutes les analyses sur la qualité de tourteaux et à notre organisation des paysans. Et on a eu une culture sur 4 zones différentes. On a utilisé 5 variétés, comme vous pouvez voir la diapo, et 2 périodes de semences. Les premières périodes
octobre, le deuxième printemps, mais on a vérifié que l'époque meilleure, c'est en hiver, automne-hiver. On a fait dans 2019 les premiers essais des pressages et les analyses pour la qualité du tourteau et de l'huile produite. Et de 2019, début 2020, les essais de l'alimentation sur notre animaux. Vous pouvez avancer. OK. On a une petite vidéo à vous montrer. C'est les vidéos qu'on a produites pour le projet OKNet EcoFeed. Va être à résumer tout notre projet. Et donc, vous pouvez cliquer sur les liens, s'il vous plaît. Alors, normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien là? Non. Non, Antoine, c'est pas parti les vidéos sur mon écran. Je vais repartager. Hop. OK, merci. C'est bon. Du coup, je coupe le son. Eugenio, si comme ça, tu peux peut-être commenter. Maintenant, tu peux laisser garder les sons parce c'est surtout en anglais. Donc, on peut essayer. Après, j'ai pu faire des commentaires dessus si vous voulez. Ouais, parce qu'il y a pas mal de participants qui vont préférer en anglais. Donc, à ce moment-là, je coupe et puis je te laisse compléter oralement si ça te va. Donc, tu as enlevé les sonos, je pense. Donc, je peux parler dessus. Et c'est correct? Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux. OK. Donc, vous avez vu notre camélia, la sémence en nord-est d'Italie. Et ici, notre partenaire qui a utilisé le tourteau de camelina pour en semence, ça fait 1 an et demi, avec des résultats très, très intéressants. Ici, des informations de la partie agronomique. Donc, les 4 variétés qu'on a utilisées du Canada et un variété d'Australie. Merci, tu peux peut-être. OK. Évidemment, les semences sont très petites, donc on va voir il faut bien régler la machine qu'on va utiliser pour la semence parce que les semences sont trop petites et il ne faut pas l'enterrer trop dans les terrains. Il faut rester pas trop proche de surface en fait. Et surtout, on a vu que la production, c'est pas très élevé. Donc, ça, c'est rassurant. Il faudra sûrement évaluer bien la partie économique, comme vous avez déjà montré dans votre présentation. On n'a pas vu la partie économique de notre côté. Donc, peut-être que dans les années prochaines, on va l'évaluer. Vous pouvez avancer. Donc, les terrains, il faudra être bien préparé pour, comme vous pouvez voir dans les vidéos, parce qu'il doit être très, très fin pour permettre la croissance de la caméline de la meilleure façon possible. On peut voir que, si tu peux stopper les vidéos, s'il te plaît, Antoine. Les cultures, ça ne va pas couvrir les terrains, donc les mauvaises herbes peuvent être un problème parce que les terrains, comme vous voyez, c'est pas trop protégé par la camélia. Donc,
sûrement au niveau agronomique, il faudra que les agriculteurs interviennent au premier moment pour éviter que les mauvaises herbes se développent. OK, on peut y aller. On peut voyer la partie radicale. Ici, on va justement pour les mauvaises herbes et ce moment-là, c'est pour la partie de la récolte, en fait. Ici, c'est la partie de la sémence. Comme on a déjà dit, les terrains, vous voyez, c'est pas très bonne qualité de vidéo, mais les terrains, c'est vraiment hyper fin parce que on a eu pas mal de problèmes avec des terrains pas trop bien préparés. En parlant de la sémence, il faudra la nettoyer parce que dans la sémence de camelina, comme vous voyez dans les images, il y aura sûrement des sémences, des mauvaises herbes. Donc, pour avoir un huile et un tourteau pur à 5%, il faudra bien nettoyer et séparer les sémences des mauvaises herbes des sémences des camelina. Ici, vous voyez la partie de la transformation pour l'extraction de l'huile et la production du tourteau. On n'a pas eu de problèmes pendant la transformation. Et ici, vous voyez les produits finaux. C'est le tourteau qu'on a utilisé. Des analyses chimiques avec un 10% d'huile, 6% d'âge et une 15 de matières brutes. Et ça, c'est des analyses, on va dire, officielles. Après, dans la présentation, on verra les analyses qu'on a fait sur les tourteaux qu'on a produits. Ça, ce tableau ici sont des analyses, on va dire, des bibliographies. Et OK, on peut y aller. OK. On a utilisé plus ou moins, ça c'est l'alimentation comme Ah, on a perdu Eugenio. Est-ce que tu peux essayer de parler, Eugenio? Bon, on a un petit problème technique. Donc, yes, if you want, but, mon français, c'est terrible. Si vous voulez, je peux compléter la relation d'Eugenio, mais c'est mieux en anglais, parce que mon français, c'est horrible. Très bien. C'est Eugenio, il ne peut pas entrer. Vous m'entendez? Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Peut-être des problèmes d'Internet, des connexions. Okay. Et on disait de la ration qu'on a utilisée, plus ou moins, côté de gauche, c'est la ration habituelle, et à droite, la ration qu'on a utilisée avec de la soja, de tournesol et de 5% de caméline. On peut y aller. Donc, les animaux, ils vont se nourrir sans aucun problème.
Et surtout, la partie un peu plus commerciale, notre éleveur a utilisé cette claim pour sa publicité, pour publiciter ses productions parce qu'il a dit il y a plus des oméga 3 dans mes œufs grâce à l'utilisation du camélinet. Ici, c'est notre éleveur et dans notre terrain d'essai et la plante qu'on a, des camélines qu'on a plantées. OK. Merci Antoine. On peut retourner sur le diapo. Ouais, je relance. Merci. Ça doit être bon maintenant. Ouais. On disait qu'est-ce qu'on a compris après notre essai, c'est sûrement que la quantité de protéines pour l'élevage des poulets, soit pourquoi pas des cochons, c'est très intéressant parce qu'il peut arriver au 40%. Il y a pas mal des aminoacides sulfurés, du tocopherol et sûrement la chose plus intéressante, c'est le pourcentage des oméga 3 et des oméga 6 similaire on va dire, à le rapport qu'on a dans les poissons. Donc, avec les oméga 3, on peut avoir une qualité des œufs supérieure. Et l'huile, en plus, c'est également intéressant parce qu'on peut l'utiliser en partie pour l'alimentation des animaux, en partie pour l'alimentation humaine, soit pour des autres utilisations comme l'industrie pour la production de produits de maquillage et trucs similaires. Donc, il y a un très intéressant les valeurs économiques de l'huile. On peut y aller. Donc, on a vu que les endroits avec des lots qui restent dans la surface, ça peut être un problème pour la croissance des plants. Et comme on a déjà dit, le sol n'est pas trop couvert de la culture, donc les mauvaises herbes peuvent être un problème. Surtout la profondeur de la sémence, il faudra être bien attentif à avoir un centimètre, 1,5 cm plus ou moins. Et les grains sont très petites, donc il faudra bien les nettoyer pour la production du tourteau et aussi pour la sémence de l'année suivante. Et le désherbage mécanique, il faudra la répéter peut-être 2 fois et surtout dès que les mauvaises herbes arrivent. On a vu qu'il y a pas mal de diversité entre les variétés qu'on a testées. Donc, il faudra mieux évaluer les variétés qui pour notre endroit et notre territoire. Et on peut y aller sur la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, c'est seulement des images qu'on a déjà vues dans les vidéos, donc on peut y aller. Okay, ici, vous voyez les analyses chimiques sur les tourteaux qu'on a produits. Donc, c'est des analyses faites par notre partenaire Geraldox. Et donc, on va voir que l'humidité, c'est compris entre les 8 et 10%, et la protéine entre les 32 et 34%. Donc, c'est un peu plus bas par rapport aux 40% des labels bio qu'on a eu dans les vidéos.
et le fibre brute, c'est entre 9 et 11%, et la partie des matières grasses entre 8 et 10. Donc, pour la conservation, les produits doivent être stockés dans un endroit, on peut dire, frais, pour éviter qu'avec les chaleurs, la partie des matières grasses puisse s'abîmer, en fait. Et les périodes de stockage, il va mieux avoir une période moyenne, pas trop long, surtout pour éviter pour garantir, pour avoir la même qualité qu'au début. Donc, on peut aller à la suivante. Cette partie, c'est l'analyse qu'on a fait sur la partie de l'huile. En fait, on peut voir tous les acides gras palmitiques ou linolés. Je suis désolé pour la prononciation, mais on peut voir tout le pourcentage des acides gras qu'on a vu dans notre analyse. Et la partie d'énergie correspondante à la partie de droite. Donc, on a eu une 900 kilocalories, donc avec évidemment protéines 0 et la partie des stérols entre le 0,5 et 0,7 grammes sur 100 grammes des produits. Et la partie de polyphénol aussi entre 13 et 17 mg. Aussi le tocopherol entre 110 et 130. OK. On peut aller au suivant. Aussi pour la conservation de l'huile, on va dire aussi conserver dans un endroit frais et sec, et surtout pas proche de chaleur. Pour éviter, pour avoir la même qualité et éviter que la partie grasse de l'huile peut s'abîmer. On peut y aller à la suivante. OK, on a eu ici un tableau avec des analyses de bibliographie, et comme on peut voir, la partie des protéines, c'est un peu plus haut par rapport à les analyses qu'on a vues tout à l'heure. Parce que la biblio nous dit que la protéine peut arriver jusqu'au 40% et la partie des fibres brutes au 15%. Plus ou moins, on est proche des analyses de la biblio, donc on est plus que satisfait pour les résultats qu'on a eu sur les animaux, sur les productions et sur la qualité des produits qu'on a eu, sur les tourteaux qu'on a produits. Évidemment, on peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît. OK. On disait les avantages pour les éleveurs qui veulent tester le caméline dans leur exploitation et pour l'alimentation de leurs animaux. Les rapports en oméga 3, oméga 6, on a déjà dit, pour avoir des œufs des qualités supérieures, et aussi la partie commerciale, ça peut être bien valorisé, et aussi les prix qui, dans les rations, peut être peut-être un peu plus haut par rapport à une ration habituelle, peut être compensé par les consommateurs qui peuvent avoir un produit de qualité supérieure. OK. OK, j'ai terminé la présentation, et je vous invite à voir la plateforme Organic Farm Knowledge et la plateforme du projet OKNet EcoFeed. Soit vous avez mon adresse email pour rester informé sur tous les projets de OKNet EcoFeed et aussi pour les projets de la caméline. Merci à tous. Merci. Merci Eugenio. Je vais prendre quelques questions
du chat. Alors, bon, de manière générale, je ne sais pas si vous avez un retour pour la production de la cameline en France. Voilà, est-ce qu'elle est facile à cultiver? Est-ce que c'est similaire que ce qu'on peut espérer, que ce que vous avez eu en Italie? Je veux bien parler si personne n'a. En région centre, la cameline est cultivée régulièrement tous les ans chez des producteurs en bio. Elle est utilisée beaucoup en association avec la lentille, puisqu'il semblerait que cette association profite aux deux plantes. Elle est pratiquement jamais faite en culture pure. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui dans la cameline, sont débouchés dans l'aval de la filière où la demande finalement en cameline est assez limitée. Les huiliers en passent assez peu et elle est vendue, c'est vrai, après aux consommateurs, c'est une huile plutôt un peu chère. Et peut-être juste pour compléter, merci Jean-Marie, pour compléter, dans l'essai en poulet qu'on a présenté avant, en fait, l'éleveur produit de la cameline sur la ferme et c'était pour ça que c'était dans la liste des tourteaux qu'il souhaitait tester. Donc, dans un premier temps, ça a été acheté pour faire les tests, mais en fait, comme il en produit, voilà, il était content, lui, de la production qu'il avait de cameline, donc c'est pour ça qu'il souhaitait aller plus loin en testant d'abord un tourteau et ensuite voir dans quelle mesure ce serait possible de trouver en local quelqu'un pour faire la trituration à façon. Je voulais dire, évidemment, la partie économique, comme on a dit, c'est une partie très importante à évaluer. Et aussi, la quantité de production par hectare, c'est pas très élevé. Donc, il faudra bien, pour les agriculteurs, évaluer si c'est une culture qui peut qui peut s'adapter à leur territoire ou pas. Évidemment, l'huile, il est très cher. Il est vendu très cher, donc ça peut être, je la vois comme une chance pour créer une filière, parce que si on aura des clients pour l'huile, pour l'alimentation humaine, pas pour l'alimentation des animaux, en produisant de l'huile, on aura sûrement des tourteaux comme sous-produit à utiliser. Donc, il faudra bien, je ne sais pas si vous avez déjà une filière en France sur l'huile et donc sur les sous-produits du tourteau. Mais à mon avis, c'est très intéressant pour les mois à venir, pour les années à venir. Ok, merci. Peut-être un commentaire aussi de ma part. Il me semble qu'en France, les expériences en association cameline-lentille, c'est plutôt des cultures de printemps. Je ne sais pas si en Italie, vous avez testé, là, vous avez fait en culture d'hiver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé en culture de printemps. Et j'ai vu que Christine a répondu dans les messages et on l'a testé plutôt dans la partie hiver parce que ça nous permet d'avoir la double culture dans l'année. Donc, avec la sémence en hiver et la partie de production du tourteau après dans les printemps. Et donc, on peut avoir les terrains libres pour une deuxième culture dans les mêmes années. Aussi, la production, c'est des qualités, quantités supérieures en hiver par rapport à la production qu'on peut avoir en été avec une sémence en printemps. Merci. Alors, je pose certaines questions, parfois qui ont été déjà répondues sur les chats, soit parce qu'elles étaient en anglais, soit parce qu'on a des participants qui ne voient pas les chats, qui nous rejoignent par téléphone. Donc, il y a une question, si on n'utilise pas l'huile des camelines, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait moins d'oméga 3 qui serait encore disponible sur les tourteaux? Et comment est-ce qu'il y a un enrichissement après sur les tourteaux? Évidemment, je peux dire, et après, je pense qu'Antoine peut parler avec votre expérience en France.
Mais pour la question, évidemment, un petit pourcentage d'huile dans la ration des poulets peut ajouter de l'oméga 3 au niveau des produits finaux, évidemment. Mais comme on a vu qu'il y a quand même dans les tourteaux une partie des matières grasses et donc évidemment de l'oméga 3. Mais évidemment, dans l'huile, il y a la concentration majeure de cette oméga 3, oméga 6. Effectivement, des tourteaux assez gras, comme là, en plus, on a, en fait, c'est plus le profil, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre les différents acides gras, en fait, qui est recherché plus qu'une quantité en tout. Donc, s'il y a un très bon profil, en fait, il n'y a pas besoin de mettre un pourcentage élevé de tourteaux dedans. On peut voir pour les produits de type bleu blanc cœur, voilà, où c'est très cadré. C'est sur de la base de graines de lin ou de tourteaux de lin. Il n'y a pas des quantités énormes à mettre dedans. L'huile résiduelle du tourteau est suffisante. Très bien. Il y a une question sur est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes d'oxydation du tourteau de cameline et quels seraient les temps maximum de stockage pour éviter la toxicité? Et justement, on parlait de la conservation de stockage parce que chaque produit avec une partie gras importante peut avoir des problématiques, comme vous avez dit. Donc, plus qu'on peut faire, c'est réduire la partie gras et avec un pressage. Ah, ça a coupé. Ça, c'est un détail que j'avais oublié de vous dire. Évidemment, en bio, vu qu'un pressage à froid. Ça coupe pour moi. Ouais, ça coupe, Eugenio. Est-ce que tu peux nous redire, s'il te plaît? Ok, je disais qu'on a eu un pressage à froid pour la production du tourteau de caméline. Donc, parce qu'on travaillait en bio, évidemment. Et la partie de stockage, c'est très important. Et tous les produits, je ne sais pas vous dire les temps limites pour les stockages, ça, je ne sais pas. Mais je peux dire que comme tous les produits avec une partie gras très important au niveau pourcentage, le stockage, à mon avis, doit être limité. Donc, il va mieux avoir un produit frais ou un stockage limité, pas 6 mois, je pense, c'est trop long. Et surtout, ça dépend aussi de la technologie qu'on a eue pour la production, parce qu'en technologie plus performant, on peut avoir un pourcentage de l'huile dans les tours d'eau inférieur et donc un stockage, en temps de stockage, un période de stockage supérieur. D'accord. Merci. Est-ce que, donc une question, est-ce que c'est possible de toaster la cameline ou de l'ensiler pour réduire les facteurs antinutritionnels? C'est une bonne question. Je ne sais pas au niveau dans silage, mais on a l'Université de Milan et un centre de recherche en Italie qu'on a eu comme partenaire dans le projet ont travaillé sur des variétés de camélines avec des niveaux de glucosinolates plus bas par rapport à autres variétés de camélines. Donc, je pense que plutôt, il faudra une recherche sur les variétés avec des facteurs antinutritionnels plus bas au niveau génétique. Je la vois comme plus facile à réaliser, évidemment. Mais s'il y a des expériences sur le silage, je ne sais pas, Antoine, si vous avez testé des pratiques comme ça. Non, pas pour ce type de produit. Après, le glucosinolate, hein, c'est essentiellement de la sélection variétale pour les éliminer des produits. Effectivement. D'accord. Nous avons une question sur les conséquences de l'utilisation du tourteau de cameline dans l'alimentation poulet de chair et des poules pondeuses par rapport aux qualités organoleptiques des produits.
donc de la viande et de l'œuf, par rapport à la couleur, l'odeur, ou si vous avez d'autres éléments. On a eu la qualité, c'est la même qualité, il n'y a pas des odeurs différents. Évidemment, les pourcentages, ça change, ça peut changer les résultats parce que si on va utiliser un pourcentage très élevé de caméline, soit avec une partie, un pourcentage d'huile très élevé, peut-être que les odeurs peuvent changer. Mais l'Université de Milan aussi a eu, il y a 2-3 ans, notre essai et ils n'ont pas eu de problème au niveau qualité. Donc, c'est la même qualité, le même nombre des œufs produits et pas des odeurs différentes. Et surtout, je ne sais pas en français, la partie extérieure des œufs, en fait, c'est plus résistant. Ils ont fait des essais de la résistance, en fait. D'accord, merci. Au niveau de la partie de la production des viandes et de couleurs, on n'a pas eu cette épreuve-là. Donc, peut-être qu'Antoine peut mieux répondre à la question. Dans l'essai poulet, ça n'a pas été regardé spécifiquement. Après, le taux, on avait mis, c'était 3,3%. Donc du coup, voilà, c'était quand même assez faible pour sécuriser justement ces aspects-là. Voilà, il n'y a pas eu de retour spécialement négatif à ce sujet-là, mais ça reste encore une fois du qualitatif. Il n'y a pas eu de mesures fines là-dessus qui ont été réalisées pour le poulet. Merci. Une question sur les caractéristiques physico-chimiques de l'huile de cameline par rapport à l'huile de soja. Une comparaison, vous voulez dire? Oui. Ça, je ne sais pas trop. On a eu la production. Je n'ai pas vérifié la comparaison entre les deux différentes huiles. Mais évidemment, l'huile de caméline, c'est un très, très haut niveau biologique. On sait qu'au Canada, ils vont l'utiliser aussi pour l'alimentation des poissons parce que c'est très riche, comme on a vu, en oméga 3 et oméga 6. Mais au niveau qualité, surtout, je pense que la différence, c'est que l'huile de caméline peut être bien utilisée dans l'alimentation des humains aussi. Et surtout, peut-être que c'est plus cher que l'huile de soja. Surtout parce que le soja, c'est hyper connu comme culture et a des productions très importantes par rapport à la production qu'on peut avoir d'huile de caméline. Au niveau chimique, je ne saurais pas trop comment répondre à la question. Désolé. Pas de problème. Une question, est-ce qu'on peut utiliser les graines des camelines pour l'alimentation des pondeuses et des poulets de chair? On n'a pas essayé ça, surtout parce que pour la partie aussi antinutritionnelle qu'on a déjà parlé tout à l'heure, peut être intéressant de la tester. Je ne sais pas trop. J'imagine comme il y a les semences de ligne qui est bien utilisées comme ça sur au tourteau. Je pense que c'est possible, évidemment. Mais ça dépend de l'objectif qu'on a. Évidemment, avec les tourteaux, on peut avoir le maximum de notre production, à mon avis. Ok. Il y a une question. On a déjà testé les grains dans l'alimentation ou pas, si vous avez des expériences à ce sujet-là. Bon, je vais poursuivre. Il y a une question par rapport à la digestibilité de la cameline. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des différences sur l'aspect des fientes? On n'a pas évalué ce sujet-là. Je ne sais pas si Christina peut m'aider à ce niveau-là ou si vous avez des tableaux
déjà utilisé en France, mais on n'a pas testé le niveau de digérabilité. On a vu seulement les performances de notre élevage. D'accord. Du coup, je ne sais plus si c'était présenté, mais est-ce qu'il y a eu des informations sur l'indice des consommations? Est-ce qu'il y a eu un impact sur l'indice des consommations, sur l'aspect des animaux? Je ne sais pas si cela a été évalué. L'aspect des animaux, oui, ils sont des animaux plus, selon les éleveurs, plus sains, mais par rapport à la pourcentage de consommation, on n'a pas l'évalué. On a vu seulement qu'on a eu les poulets ont bien mangé la ration et donc ils ont bien produit sans aucun problème. Donc, à notre avis, la consommation, c'était pareil peut-être à la consommation traditionnelle, de la ration traditionnelle. Ajouter quelque chose à ce sujet-là. Je complète juste pour la digestibilité de la protéine, il y avait eu donc juste sur un sourcing de tourteaux de cameline, il y avait eu des mesures qui avaient été faites donc sur le modèle coq pour les pondeuses. Donc pareil, ça c'est des infos que vous pouvez trouver en vous baladant sur le site dont j'ai mis le lien tout à l'heure, donc le site en français. Et à la cameline en digestibilité de la protéine, on était aux alentours de 72%. Grosso modo, donc pour vous donner un ordre d'idée, les 5 tournesols qui avaient été testés, on se baladait entre 75 et 82. Voilà. Donc c'est une digestibilité qui est correcte, mais un petit peu inférieure au tourteau, au tourteau de tournesol, si on veut le prendre comme référence. Après, le tourteau de soja, c'est encore plus digestible, hein, évidemment, mais voilà. Merci. Quelle souche d'animaux vous avez utilisée pour l'essai? Ça, c'est Christina qui s'est mis la réponse. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Oui, je suis ici. C'est eyeliner. Ok, merci. Eyeliner. Ouais, je regarde s'il y a d'autres questions. Je vais en prendre une. Oui. J'en fais une petite, moi, le temps que tu regardes, et puis après, on enchaînera. En Italie, par rapport au passage au 100% bio, quelles vont être selon vous les conséquences, notamment en termes de besoins en matières premières, d'impact économique? Voilà, quelles stratégies vont être mises en place aussi par les opérateurs? Est-ce qu'ils vont mettre plus de soja? Voilà, une question un petit peu ouverte à Eugenio et Christina. C'est pas toujours facile de répondre, mais si vous avez quelques retours d'expérience sur comment ça va se passer chez vous, je pense qu'on est pas mal à être preneurs. Je vais commencer, Christina, après tu peux ajouter quelque chose. À mon avis, il faudra bien créer, on a pas mal de régions qui ont créé je ne sais pas en français, des districts de bio, des régions de bio en fait. Donc, on a le problème évidemment du transport et de la production parce que, par exemple, des soja bio, les soja, c'est cultivé qu'en nord d'Italie, plus ou moins. Ils l'ont essayé au centre, près de chez moi, mais les résultats ne sont pas très intéressants. Donc, évidemment, les transports, c'est un problème. Donc, il faudra, à mon avis, avoir un on a vu la caméline, évidemment, c'est très intéressant, mais il faut créer des marchés pour l'huile, pour avoir du tourteau. Donc, à mon avis, il faudra bien gérer ces sujets-là. Pour les camélines, soit autres sous-produits qu'on peut remplacer, qu'on peut utiliser pour remplacer les parties de soja de l'extérieur d'Italie. Si je peux dire seulement deux mots en plus. Mon français, c'est terrible, mais je me promets de toute façon en français. Bon, ici en Italie, il y a plus en plus de producteurs bio qui vont produire soja. Soja est produit traditionnellement dans le nord-est de l'Italie, mais l'aréal de production ça va augmenter beaucoup.
Mais il y a bon, les producteurs, Sergio Pasqua, les producteurs que nous avons, nous avons travaillé pour ces preuves ici pour la caméline est déjà 100% bio. Il y a déjà des producteurs 100% bio. Et avec l'utilisation de soja, mais aussi des tourteaux, des tournesols et les autres byproducts, comme on se dit en français. Et il y a le problème de la compétition de la soja bio qui vient de la Chine, de Togo en Afrique. J'ai beaucoup de problèmes à niveau aussi éthique, pas seulement économique et écologique. Mais je pense qu'il y a besoin de beaucoup de différenciation. Nous ne pouvons pas continuer avec ces alimentations très simplifiées en bio aussi. Et je parle pour l'Italie. Ici, il y a la ration, c'est presque les mêmes que les conventionnels, mais fait avec des matières premières bio. Et comme en Ayab, nous sommes beaucoup d'années que pouvons à proposer plus en plus de diversification et tous les oléagineuses, c'est français, je ne sais pas, mais de tous les semences oléagineuses comme les tournesols, comme les colzas, comme les camélines. Camélines, c'est un petit partie de la question, hein. Mais je pense que l'utilisation de ces byproducts ici, c'est peut-être un peu de solution. Très bien, merci. Il y avait quelques autres petites questions, mais plus beaucoup dans les chats par rapport à la différence entre cameline et lin et puis comparaison avec les sojas. Antoine vous a mis un tableau de comparaison entre la cameline et d'autres tourteaux. C'est des présentations assez courtes. Et voilà, je préviens d'avance, hein, comme nous n'avons pas directement suivi les essais, on n'aura pas nécessairement tout. On va pouvoir enchaîner. On a pris des éléments de retard, mais c'était des questions, un temps de discussion aussi avec des questions trop précises. Avec Eugenio, que je remercie regagner un petit peu d'avoir pu. On va juste en zapper une qui est sur l'utilisation de tri de récolte, voilà, qui nous semblait un petit peu moins. Merci à vous, elle a été très intéressante. Merci. Vous pouvez continuer d'échanger par le chat si vous le souhaitez. Alors,